Bonjour et bienvenue sur Actualité Géopolitique. Cette attaque avec, vous savez, leurs réserves de déploiement rapide, la 11e brigade aéroportée, la 810e brigade de Marines et les forces spéciales A4, il semble que ce soit ces forces qui ont, vous savez, contenu l'avancée ukrainienne et qui commencent maintenant à la repousser. Elle pourrait être renforcée au fil du temps par des forces supplémentaires, mais la chose que la Russie n'a pas faite, c'est A. Arrêter l'élan de ses attaques et B. Détourner les réserves nécessaires pour exploiter une percée potentielle qui pourrait avoir lieu à Pros ou dans d'autres zones. Parce que vous savez, c'est une chose d'attaquer, attaquer, mais si vous n'avez pas de force d'exploitation au moment d'une pénétration réussie des défenses, alors les attaques sont vaines. Donc, il ne s'agissait pas seulement de détourner les forces d'assaut, mais de détourner les réserves que la Russie a accumulées pour exploiter ses succès. Aucune de ces forces n'a été détournée, et l'offensive russe n'a pas été perturbée, ni logistiquement, ni opérationnellement, d'aucune manière. Comme l'a souligné l'analyste militaire Inspector Scott Ritter, le conflit actuel en Ukraine a atteint un moment crucial, en particulier sur le front de Koursk. Aujourd'hui, nous plongeons dans une analyse approfondie des derniers développements dans cette région critique. Le 10 septembre, les forces russes ont lancé une contre-offensive massive qui a pris par surprise à la fois l'armée ukrainienne et les observateurs mondiaux. Cette opération marque un changement significatif dans la dynamique du conflit, Koursk émergeant désormais comme un champ de bataille central. Ce qui rend cette offensive particulièrement remarquable est la précision et la rapidité avec lesquelles l'armée russe a agi. Ce n'est pas une guerre d'usure lente et laborieuse, c'est une série d'attaques audacieuses et rapides comme l'éclair visant à briser les lignes défensives ukrainiennes, à couper les routes d'approvisionnement et à saisir un territoire vital. La question est maintenant. L'Ukraine peut-elle tenir la ligne ou sera-t-elle forcée à une retraite qui pourrait redéfinir le cours de cette guerre? Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons décomposer les phases clés de cette contre-offensive, analysant comment la Russie a réussi à saisir l'élan de manière si décisive. La région de Koursk est maintenant devenue le cœur de ce conflit et les actions entreprises dans les prochains jours pourraient tout changer. L'offensive a commencé par un assaut féroce mené par la 155e brigade de Marines russes aux premières heures du 10 septembre. Ces forces d'élite ont pris d'assaut les positions ukrainiennes dans le village de Gava. L'opération a été méticuleusement planifiée et exécutée avec une force écrasante. Les troupes ukrainiennes, prises au dépourvu par l'ampleur et la vitesse de l'attaque, n'ont pas pu monter une défense efficace. En seulement une heure, Grova était tombée et les forces russes avaient de sécuriser une zone de 10 km² autour du village. Cette victoire initiale était significative pour plusieurs raisons. Non seulement elle marquait la première percée majeure sur ce front, mais elle démontrait également la supériorité tactique de la Russie. Les forces ukrainiennes ont été laissées chancelantes, subissant de lourdes pertes. Des rapports indiquent que la retraite ukrainienne était chaotique, de nombreux soldats abandonnant leur position dans une tentative désespérée de se regrouper. Les Marines russes, enhardis par la victoire rapide, ont poursuivi leur avancée. Après avoir sécurisé Grova, la 155e brigade de Marines s'est déplacée rapidement vers Viktorevka, un village crucial pour maintenir le contrôle des routes d'approvisionnement. Les forces ukrainiennes, encore sous le choc de la perte de Grova, n'ont pas pu opposer une défense significative. En quelques heures, les forces russes ont libéré Viktorivka et ont continué vers Venzomavka. Ce que nous voyons ici est un exemple classique de la stratégie militaire russe. Des attaques rapides et écrasantes visant à déstabiliser les défenses de l'ennemi avant qu'il n'ait une chance de se regrouper. Ces premières heures ont été décisives. À la fin de la journée, les forces russes avaient non seulement sécurisé ces villages clés, mais avaient également percé les lignes de défense ukrainiennes à plusieurs endroits, les forçant à la retraite. Les soldats ukrainiens ont été soit tués, capturés, ou forcés de battre en retraite dans le désarroi. L'ampleur de cet assaut initial ne peut être surestimée. Il a donné le ton pour toute l'opération. Alors que nous entrons plus en détail dans le front sud, la situation ne fait qu'empirer pour les forces ukrainiennes. Comme l'a constamment souligné l'inspecteur Scott Ritter, les forces russes ont adapté leur tactique pour frapper là où les défenses ukrainiennes sont les plus faibles. Alors que l'offensive nord atteignait ses objectifs, le front sud a vu des développements tout aussi significatifs. Les forces russes ont lancé une offensive simultanée ciblant Chrono, une zone stratégiquement importante pour la logistique ukrainienne. Ce n'était pas juste une escarmouche locale, c'était un assaut à grande échelle impliquant de l'artillerie lourde, de l'infanterie et des unités blindées. En quelques heures, les forces russes avaient reconquis 17 km² de territoire,
y compris les villages vitaux de Kabisko et Vyshva. L'importance de ces gains ne peut être négligée. Knabisko et Vishnevko étaient des positions défensives clés pour l'Ukraine, et leur perte représente un coup majeur à la capacité de l'Ukraine à tenir le front sud. Les forces ukrainiennes dans cette zone ont été rapidement submergées, incapables de résister aux barrages d'artillerie combinés et aux assauts terrestres des forces russes. Ce qui est remarquable ici est la coordination entre les différentes unités russes. Alors que l'infanterie russe avançait, l'artillerie continuait à marteler les positions ukrainiennes, empêchant toute possibilité de contre-attaque. Les forces ukrainiennes n'ont eu d'autre choix que d'abandonner ces villages et de tenter de se regrouper plus au sud. Cependant, la perte de ce territoire les a laissés dangereusement exposés à de nouvelles avancées russes. Maintenant, alors que nous nous déplaçons vers la rivière Glushkova, l'ampleur de l'effondrement stratégique de l'Ukraine devient encore plus évidente. Un des moments les plus dramatiques de cette contre-offensive s'est produit le long de la rivière Glushkova, où l'Ukraine espérait initialement encercler les forces russes. Cependant, ce plan s'est rapidement effondré. Dans un coup de maître tactique, les unités russes ont contourné les positions ukrainiennes, lançant un contre-encerclement qui a effectivement piégé les troupes ukrainiennes le long de la rive. Plus de 130 km² de territoire ont été repris par les forces russes dans cette manœuvre, coupant les lignes d'approvisionnement clés pour l'Ukraine et laissant leurs troupes isolées. La rapidité et la précision de cet encerclement témoignent de l'efficacité de la planification militaire russe. Les forces ukrainiennes, réalisant qu'elles étaient encerclées, ont été forcées à une retraite chaotique, abandonnant leur position le long de la rivière et laissant derrière elles de nombreuses victimes. Cet encerclement a sérieusement compromis la capacité de l'Ukraine à défendre la région de Koursk. Avec leurs lignes d'approvisionnement coupées et des positions clés perdues, l'Ukraine fait maintenant face à la possibilité d'un effondrement complet sur ce front. La rivière Glovo, autrefois considérée comme un bastion potentiel pour les forces ukrainiennes, est maintenant devenue un symbole de leur échec tactique. Tournons maintenant notre attention vers la guerre aérienne, où les forces russes ont continué à dominer les cieux au-dessus de Koursk. Alors que la domination aérienne russe continue d'être un facteur clé dans ce conflit, l'inspecteur Scott Ritter a souligné l'avantage écrasant que la Russie détient dans les airs. Au cours des dernières 48 heures, les avions de chasse russes ont mené une série implacable de frappes aériennes sur Sajamarifa et d'autres lieux stratégiques. Ces frappes aériennes ont ciblé les fortifications ukrainiennes, les dépôts de munitions et les concentrations de troupes, affaiblissant considérablement la capacité de l'Ukraine à répondre efficacement au sol. L'intensité du bombardement aérien a laissé peu de marge de manœuvre aux forces ukrainiennes. Leurs tentatives de fortifier Saja et les zones environnantes ont été contrecarrées par des frappes de précision des jets russes, qui ont systématiquement démantelé les positions défensives clés. L'artillerie ukrainienne et le soutien des drones, bien qu'actifs, se sont révélés insuffisants face à cette supériorité aérienne écrasante. Ces frappes aériennes ont ouvert la voie aux forces terrestres russes pour poursuivre leur avancée, les défenses ukrainiennes s'effondrant sous la pression. Les cieux au-dessus de Kers appartiennent maintenant à la Russie, et cette domination a eu un impact profond sur le champ de bataille. Les forces ukrainiennes, incapables de se regrouper ou de se renforcer, sont repoussées de plus en plus loin à chaque heure qui passe. Avec la supériorité aérienne assurée, les forces terrestres russes ont capitalisé sur leur élan, continuant à pousser plus profondément en territoire tenu par l'Ukraine. Alors que la poussière retombe sur les phases initiales de cette contre-offensive, il est clair que la Russie a consolidé des gains territoriaux significatifs. L'inspecteur Scott Ritter a souligné l'importance du contrôle du terrain, et à cet égard, les forces russes ont réalisé un succès remarquable. Le soir du 10 septembre, plus d'une douzaine de villages, y compris des lieux clés comme Snag, Anova et Viktara, étaient tombés aux mains des forces russes. Les troupes ukrainiennes, dépassées et surclassées, ont été forcées à une retraite totale. La perte de ces villages a laissé l'Ukraine avec peu d'options défensives restantes dans la région de Koursk. Alors que les forces russes poursuivent leur avancée implacable, les forces ukrainiennes sont maintenant en pleine retraite, abandonnant des positions qui avaient autrefois une importance stratégique. L'ampleur de ces gains territoriaux reflète l'efficacité des opérations militaires russes sur le terrain. À chaque heure qui passe, les forces russes poussent plus profondément en territoire tenu par l'Ukraine, et l'élan est clairement du côté de Moscou. Les forces ukrainiennes, malgré leurs efforts pour se regrouper, sont dépassées tant en termes de puissance de feu que de coordination tactique.
Alors que les forces russes consolident leurs gains, le prochain objectif est Sadja, un objectif crucial pour les deux côtés. En conclusion, comme Scott Ritter l'a évalué, les événements des dernières 48 heures ont fondamentalement modifié le cours du conflit dans la région de Koursk. La contre-offensive russe a non seulement abouti à des gains territoriaux significatifs, mais a également exposé la fragilité des défenses ukrainiennes. La capture de plus d'une douzaine de villages, combinée à l'encerclement réussi des forces ukrainiennes le long de la rivière Glushkova, marque un tournant dans cette guerre. Avec les forces ukrainiennes en retraite et les lignes d'approvisionnement clés risquant d'être coupées, la chute de Sujon semble maintenant inévitable. Si les forces russes sécurisent cette ville vitale, les forces ukrainiennes restant à Koursk seront effectivement piégées, ne leur laissant d'autre choix que de se rendre ou de faire face à une annihilation complète. L'équilibre des forces a basculé de manière décisive en faveur de la Russie, et le front Koursk pourrait bientôt devenir un chapitre clos dans cette guerre. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse approfondie du front de Koursk. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour, alors que nous continuons à suivre ces événements qui se déroulent rapidement. Jusqu'à la prochaine fois, le sort de Koursk est en suspens, et avec lui, l'avenir de ce conflit.